Martin Vanier, avec des gens comme vous, on a toujours peur de poser des questions. Les questions sont toujours vagues, elles sont toujours un peu à côté du sujet. Je dirais que ce que l'on lit de vous, c'est qu'il ne faut pas opposer les définitions de territoire, même si vous avez quelques écrits où vous dites que tout ça fonctionne de façon beaucoup plus en réseau que sous la forme d'une géographie du territoire. Mais vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur les questions de prospective. Alors, ce qu'on attend un peu pour ouvrir, c'est que vous nous posiez un peu ça, votre vision d'avenir de tout ça. Merci, bonjour à toutes et à tous. Non ? Ceci, ça donne envie de... Bon. Mais non, il ne faut pas se laisser aller. Bon. Déjà, si j'effraie parce que j'empêche les gens de poser des questions, oh là là. Non, mais c'était intéressant ce matin de démarrer avec le directeur du CNAM sur le territoire, de voir comment cette vénérable organisation fait de ce rendez-vous social-là qu'on appelle le territoire un enjeu stratégique de développement. En même temps, je me disais que ce territoire qui permet d'être partout au plus près n'empêche que là, aujourd'hui, ce qui nous a un peu gênés, c'est les réseaux pour être tous ensemble, au même endroit, à un moment donné. On est quand même un peu dépendant de quelque chose qui organise nos vies. Nous, êtres territoriaux, à des points que nous finissons par oublier, tellement ça nous occupe et ça nous structure. Et ce sont les réseaux. Bien sûr, on habite des territoires. Et il faut que nous parlions des territoires habités. Mais peut-être que pour réfléchir avec les personnes qui sont à ma gauche à cette dégradation générale des paysages dont il a été question avec Patrice Joly, à ce sentiment à la fois, vous avez entendu parler de ça, hein, ce sentiment d'abandon. Vous avez vu à quel point cette expression a envahi le langage politique. Ce sentiment d'abandon d'un côté, et en même temps à cette conviction que nous sommes sur un moment historique, c'est dans le titre de votre association, où la ruralité resignifie quelque chose. Je dis resignifie parce que je pense que justement elle était en défaut de signification économique, sociale, etc. Et on est à un moment où on se rend bien compte que ça resignifie quelque chose. Ce qui est très frappant, c'est que vous n'avez pas vraiment des têtes de ruraux. Et vous en êtes des acteurs politiques, professionnels, militants, etc. Et quand je dis cette phrase, j'ai parfaitement confiance que je dis une grossièreté. Il n'y a pas de tête de ruraux, heureusement. Il n'y a plus de tête de ruraux. Il faudrait d'ailleurs que nous acceptions de considérer qu'il n'y a plus non plus de tête d'urbain, et encore moins de métropolitains, et s'il vous plaît, pas de parisiens. Mais voilà. Et donc, par conséquent, tout ça dit quoi ? Que oui, nous sommes sur un sujet qui est à la fois pris dans une forme de souffrance, sentiment d'abandon, dégradation générale des paysages, et pris en même temps dans une mutation, une transformation qui fait le versant très enthousiasmant du texte, du manifeste en question, et qui fait, je pense, sa grande valeur politique par rapport à d'autres prises de position sur ce même sujet de la ruralité. Mais que pour relever ce double... porter ce double signal, hein, entendre ce que signifie le sentiment d'abandon, bien sûr, et travailler cette question, mais aussi discuter très ouvertement de la dégradation générale du paysage. Je le dis une deuxième fois parce que j'aimerais vous entendre tous les trois sur enfin, moi personnellement, j'aimerais qu'on n'adopte pas trop vite ce diagnostic un peu entier, parce que nous savons que le paysage, c'est 1001 choses, 1001 échelles, 1001 réalités. Bon, dégradation générale, bon, oui, certes, mais peut-être pas, enfin bref, discutons-en. Eh bien, pour saisir tout ça, nous avons certainement besoin du mot territoire, et pour répondre à votre question, Jean-Yves, je crois que nous avons encore plus besoin, et toujours, du mot réseau. Mais ce n'est pas simplement une invitation sémantique de professeurs un peu obsédés par des termes, c'est parce que si la question de la circulation et de la mobilité, qui nous embête ce matin, a un rôle, quelque chose à jouer, une cause, une responsabilité forte dans la dégradation générale des paysages,
J'imagine que nous allons parler de l'impact automobile, de l'impact de ces voiries. C'est parce que les réseaux, on pourrait dire, outragent les territoires et qu'un de nos graves problèmes, c'est de savoir les y inscrire, les y accueillir, les rendre habitables, les rendre aimables, ces réseaux dans le territoire. Ces réseaux qui nous envahissent et qui nous structurent. Et si je prends l'autre terme de la complainte, celle du sentiment d'abandon, s'il y a sentiment d'abandon, c'est aussi beaucoup parce qu'il y a défaillance sur l'accessibilité, la connexion, défaillance même parfois presque psychotechnique, ce sentiment d'être tout d'un coup totalement orphelin devant un outil technique d'accès à distance qui déshumanise cruellement le rapport au service et qui fait qu'on se sent dépendant d'un outil technique qui s'appelle un réseau, tout seul devant son téléphone, sa tablette, etc., en train de chercher désespérément s'il y a quelqu'un au bout pour vous répondre. Mais il n'y a plus qu'une intelligence artificielle, effectivement. Alors donc, tout ça pour dire que, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans cette approche de la façon dont nous habitons les territoires des nouvelles réalités et comment ces territoires peuvent être l'objet de politiques qui viseraient à une bonification des paysages, c'est que ne nous enfermions pas trop dans le terme et dans ce qu'il signifie, et que si nous voulons être prospectifs, nous saisissions bien la société telle qu'elle s'inscrit aujourd'hui dans les espaces de tous ordres, et c'est pourquoi elle se mélange, ruraux et urbains, et il me semble que la modalité réseau, qui est extrêmement concrète, matériellement parlant, mais aussi socialement parlant, réseaux sociaux, est une modalité au moins aussi importante que celle qui a donné lieu au titre même de notre réunion, les territoires. Voilà, vous nous dites, vous êtes en fait très dans l'air du temps, vous êtes très dans le « en même temps ». Vous avez écrit, je crois, parfois, que le territoire était outrepassé politiquement, que les territoires étaient finalement issus d'un régime féodal, était issu de la féodalité, était issu d'une pensée politique très Troisième République. D'ailleurs, regardez comme l'Association nationale des nouvelles ruralités voit juste, on est quand même ici dans un lieu très Troisième République. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur cet outrepassement politique ? Ah là là, c'est moins le sujet des paysages et de l'architecture et de la qualité de nos habitats. C'est un peu le sujet de la manière dont on va penser et vivre ces territoires. Oui, mais en même temps, il faut pas échapper à la question, parce que c'est vrai que il y a comme un fondement politique à ces débats. Enfin, les collègues architectes, paysagistes, urbanistes, etc., je pense qu'ils sont pas rétifs du tout à l'idée qu'avant d'engager une discussion qui va sans doute avoir pour objet les modes de faire, les modes de construire, les maîtrises d'ouvrage, les référentiels, etc., il faut qu'on parle de politique au très très bon sens du terme, c'est-à-dire ce qui fait du sens commun, du récit commun, de l'intérêt commun, de la vision commune, etc., etc. Et il me semble que nous vivons la fin d'une époque, d'une dernière tentative qui s'est appelée la décentralisation, de faire jouer le politique, c'est-à-dire tout ce que je viens de dire là, hein, comment on fabrique un discours commun, comment est-ce qu'on arbitre des visions communes, comment est-ce qu'on dépasse des clivages pour faire avancer des réformes, etc. etc. Donc une grande époque qui a voulu faire jouer ce registre politique presque exclusivement sur la notion de territoire. En disant qu'il n'y a pas de papier à cigarette à insérer entre territoire et politique. Le politique est territorial, le territorial est politique. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'élus sans circonscription. C'est ce que nous inculque notre constitution politique. On peut même plus imaginer l'idée qu'il pourrait y avoir un mandat qui n'ait pas quelque chose à voir avec un territoire, ce qui est une bêtise, car les mandats associatifs, les mandats de réseau, ça a toujours existé. Les mandats mutualistes, les mandats coopératifs n'ont pas besoin d'un périmètre pour se définir. En tout cas, ils n'en font pas une fin, précisément. Et il y a donc un recours historique très fort à la territorialisation du politique qui vient, quand on le regarde dans la durée, effectivement, du Moyen-Âge, de la révolution féodale du XIe et du XIIe siècle,
qui a ensuite été promu dans une puissance phénoménale par la Révolution française, qui atteint un paroxysme dans l'imaginaire du pays sous la Troisième République, qui a ses hautes heures dans la modernisation gaullienne, etc., etc., qui se rejoue, c'est mon interprétation personnelle, hein, de façon un peu pathétique, de mon point de vue, dans la décentralisation. Pathétique parce que chacun des territoires infranationaux, jusqu'au plus petit, va essayer par mimétisme, de faire la même chose que le territoire. Hein. Souveraineté, capacité technique, compétences, autonomie fiscale, etc., comme autant de petites républiques. Et puis à un moment donné, on se trouve devant ce constat que, pendant ce temps-là, notre société a avancé comme jamais, s'est transformée comme jamais, et que ce qui la transforme, ce sont des modalités, des systèmes techniques et des réalités anthropologiques qui n'ont plus grand-chose à voir avec le territoire. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont plus les pieds sur terre. Nous avons toujours des pieds sur terre, toujours, quoi que nous fassions et où que nous soyons. Mais ce qui nous met en mouvement, nous met en relation et constitue nos horizons, relève, il faut trouver un autre terme, j'en ai pas trouvé d'autres, peut-être d'autres idées, relève pour moi d'une société de, par et en réseau. Et du coup, le politique devrait aussi relever de quelque chose qui se construirait de, par et en réseau. Et c'est pourquoi je dis que les territoires sont outrepassés, parce qu'il y a un décrochage qui me paraît être le fond de l'affaire dans la société politique entre cette génétique territoriale pour le monde politique, qui en est totalement dépendant, et le fait que le monde politique est censé représenter démocratiquement une société qui, elle, ne se déterritorialise pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ajoute à ces territoires une dimension nouvelle, très contemporaine, qui est celle des réseaux. Et ça crée un écart entre société civile et société politique qui devient de plus en plus évident, de plus en plus douloureux, dans un grand nombre de cas très concrets, notamment de production de services, de formes de solidarité, et ça outrepasse les territoires. Merci Martin, nous étions effectivement tout à fait dans le sujet. Belle introduction, vous intervenez bien évidemment quand vous le souhaitez. Marie-Christine Renard, vous avez, je le disais, déjà, malgré votre jeune âge, une grande expérience, celle actuellement de directrice de l'école. Vous appuyez sur le voilà, comme vous le souhaitez. De directeur de l'école d'architecture de Bretagne. Vous avez auparavant été adjointe au directeur de l'établissement public foncier de Bretagne, c'est-à-dire ce qui va nous intéresser, c'est cette gestion du foncier, ces rapports ville-campagne, urbain-rural. Et sans déflorer votre propos, vous êtes un peu dans l'esprit de Martin Vanier, très réaliste, très positive sur ce sujet-là. Et vous avez des exemples à nous donner de ce qui marche. Là aussi, sans déflorer, s'il y a le dialogue, s'il y a la volonté, et puis aussi, si on pense aux usagers, hein, c'est un peu le triptyque, ça doit fonctionner. Merci. D'abord, merci de m'accueillir. Voilà, je suis nivernaise par ma mère, creusoise par mon père, et j'ai grandi dans l'Allier, donc ça me fait particulièrement plaisir d'être ici. Et c'est le hasard, hein. Voilà. Les responsables de l'association l'ignoraient. Donc voilà, par mon travail précédent et puis l'implication à l'école d'architecture, on a été particulièrement vigilants et attentifs au phénomène de dévitalisation des centres-bourgs et centres-villes. Et peut-être pour recontextualiser tout ça, déculpabiliser ou dédramatiser en disant que ce phénomène-là, il n'est pas propre du tout aux territoires ruraux et que c'est un phénomène qu'on observe partout, quelle que soit la taille des villes, qu'on soit ou pas en territoire métropolitain, pour reprendre ce qui a été dit. Donc ça a été un petit peu un des chevaux de bataille qu'on a poursuivi à l'établissement public foncier de Bretagne depuis maintenant 6-7 ans, et qui commence à trouver une résonance importante, y compris dans la formation des professionnels, que ce sont les architectes, urbanistes, paysagistes et autres professionnels. Peut-être pour replacer un petit peu
ce phénomène-là, première chose, ce qu'on a observé, c'est que on a eu, et les élus sont pas fautifs, hein, loin de là, mais une série de politiques qui ont été menées qui étaient assez sectorielles. C'est-à-dire qu'on avait des politiques, par exemple, sur les espaces publics, on refaisait tous les espaces publics. En parallèle, on avait des politiques, par exemple, sur la réhabilitation du logement, où là, à travers notamment des OPA ou autres, on avait des fonds pour réhabiliter les logements. On a aussi des politiques sur les commerces, à travers le FISAC, etc. Ce qu'on se rend compte dans le phénomène de dévitalisation des centres-bourgs, c'est que finalement, tout ça ne peut pas être observé, ou on ne peut pas y faire face à travers des politiques fragmentées. À titre d'exemple, par exemple, si on travaille sur un réaménagement de bourg, on a bien souvent des maisons qui n'auront pas de stationnement ou de garage. Travailler sur l'attractivité d'une maison et d'un habitat en centre-bourg, automatiquement, ça va renvoyer à la question de la place de la voiture. Qui dit place de la voiture, dit politique sur les espaces publics. C'est-à-dire que c'est une démarche globale qui ne se limite pas à de l'urbanisme ou à de l'architecture. Tout doit être lié et on a énormément de pertes en ligne si on attaque les choses segment par segment. Donc ça, c'est vraiment un des enseignements essentiels. La deuxième chose, c'est qu'on a peut-être eu aussi tendance à mener des politiques, je m'inclus totalement dedans, assez techno. C'est-à-dire qu'on a une vision, et puis on avait aussi un modèle, pour reprendre aussi ce que disait Monsieur Vanier, un peu similaire sur tous les territoires, c'est-à-dire qu'on allait implanter un petit plot avec un commerce en rez-de-chaussée, puis on dit on va faire du logement à l'étage, on va faire par exemple du logement personnes âgées ou familles. Et puis finalement, quand on est confronté à la réalité, à des opérateurs, à des bailleurs sociaux, à des aménageurs, etc., finalement ce qui a été dessiné par nous, professionnels, urbanistes, architectes, on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout. Parce que aussi, des fois, il ne faut pas rêver, et puis il faut être confronté à la réalité d'un terrain. Si le rêve de tout maire, c'est d'accueillir une famille avec 2 enfants pour remplir l'école, et puis le chien qui fait le tour de la maison, automatiquement, il y a des endroits où cette solution-là, elle ne marchera pas parce qu'on a des cibles, on a des populations qui auront besoin de tel service, d'autres de tel autre, etc. Et repositionner l'offre qu'on va développer sur un territoire, sur une commune, elle doit être très liée à cette question de la demande. Et ça, c'est la faute à un modèle de pensée qui a irrigué. Vous avez employé le mot techno. On n'est pas là pour flinguer, mais c'est un peu derrière ça, il y a un peu le modèle unique de l'État, notre tradition franco-française. On pense avoir trouvé la solution et on l'applique partout. Alors après, il y a eu des conditions de développement qui ont fait que ces solutions-là, elles ont pu marcher jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, on est dans des logiques complètement différentes. On n'est plus dans de l'étalement urbain où on sait qu'on pouvait implanter des maisons individuelles, elles allaient se vendre sans souci. Si aujourd'hui on se réattaque à une problématique de centre-bourg, là on va être sur des solutions à façon, c'est-à-dire on va à chaque fois devoir... On va adapter à la demande. Exactement, à la demande, mais ça veut dire bien connaître cette demande-là, que cette demande, elle ait les capacités, y compris financières, pour venir. Donc, construire une offre qui réponde à cette capacité-là et à cette demande-là. Et du coup, ça renvoie à des démarches, pour revenir au premier point, beaucoup plus larges de sociologie, qui est-ce qui habite sur mon territoire, de quoi ils ont besoin. Et au-delà d'une offre, on va dire, constructive ou matérielle ou autre, il y a, et on l'observe aujourd'hui, une offre, on va dire, plus projet de société à construire. Comment on attire ces personnes-là, où on va les chercher, de quoi elles ont besoin en termes de facilité d'installation, aide à l'installation, vie associative, intégration dans le tissu associatif, intégration dans le village, etc. Et c'est presque une offre packagée qu'il faut arriver à construire. Et peut-être le dernier point aussi que je voulais aborder, certes on aimerait tous avoir une gare TGV dans notre village, on voudrait tous avoir les infrastructures que vous évoquiez. Alors certes ça peut être des facteurs qui participent, qui aident. Après, c'est pas une fin en soi. On se rend bien compte que l'offre d'infrastructures qui peut exister sur un territoire ou dans une ville ou dans un village, c'est pas ça qui fait que le village va se développer ou que la revitalisation du centre-bourg va se faire. Je reviens
d'une ville à 3/4 d'heure en TGV de Paris, et il y a les mêmes problèmes de dévitalisation de centre-bourg qu'on rencontre ailleurs. Donc ça ne fait pas tout, et c'est pas parce qu'on mettra de la même façon 20 places de stationnement devant la boulangerie en cœur de village que la boulangerie va fonctionner. Donc c'est un petit peu repenser aussi la solution de l'infrastructure qui n'est pas la réponse à toutes les questions. Et parmi les expériences qu'on peut voir fonctionner en Bretagne ou ailleurs, on se rend compte qu'on n'est plus dans des solutions toutes faites, que c'est vraiment des solutions à façon. Et ce que vous disiez aussi, c'est qu'elles viennent du territoire. Elles viennent du territoire par rapport à des spécificités, par rapport à des atouts qu'il faut valoriser. Et aussi, elles viennent essentiellement d'hommes. Il n'y a pas de projet que j'ai pu voir aboutir ou se développer convenablement si derrière c'était pas porté par des hommes qui avaient cette volonté-là chevillée au corps. Et au-delà de la question des moyens financiers, que je cherche pas à éluder, la motivation, la persévérance de ces élus-là, la capacité à fédérer, à prendre des risques aussi, parce que c'est des risques politiques qui peuvent être parfois importants, c'est la condition indispensable pour faire aboutir les projets. Vous nous dites, pour actionner ces leviers de projet, il faut écouter les citoyens, les usagers, que l'on ait une volonté politique pour le prendre en considération avec une agilité adaptée, créée à la notion et aux besoins de territoire. Mais il faut, même derrière tout ça, une très forte volonté politique, une ténacité. C'est plus une question de principe, de démarche et de ténacité que de budget. En tout cas, ce qu'on a pu observer effectivement, c'est que la question du budget et des moyens, sans vouloir encore une fois l'éluder, elle est presque secondaire. On voit des collectivités qui ont des ressources satisfaisantes et en même temps qui n'arrivent pas à leur fin, parce que derrière, il n'y avait pas l'ingénierie ou la volonté politique pour le porter. Et on voit aussi certains élus qui, grâce à cette volonté politique, qui s'inscrivent dans la durée, arrivent à aller chercher la bonne ficelle, le bon tuyau, etc. Et juste à titre d'exemple, on s'était amusé à un exercice. Alors là, c'était plutôt pas forcément côté élu, mais côté nouvel habitant qui veut s'installer dans un bourg. On simulait l'acquisition d'une maison à réhabiliter. Et en essayant de prouver qu'en additionnant tout ce budget-là, on n'était pas forcément plus cher qu'une maison en extension produit vendu clé en main. La difficulté, elle n'était pas financière finalement, quand on rajoutait toutes les aides auxquelles le ménage pouvait prétendre, mais elle était dans le montage et dans l'ingénierie, parce que c'était tellement compliqué, c'était tellement long, c'était tellement hasardeux, que finalement, c'était pas une question de budget, c'était pas une question financière, mais c'est une question de comment on arrive à boutiquer tout ça. Vous êtes modeste, vous ne revenez pas trop sur votre expérience à l'établissement public foncier. Il y a quand même, on nous le dit, ça commence à se savoir un peu partout. Vous aviez, alors vous êtes peut-être quelques autres, mais vous-même, vous aviez une méthode assez particulière dans ces relations qui sont parfois tendues entre les communautés urbaines et les communautés rurales, qui peut paraître simple, mais que vous avez réussi à appliquer, c'est celle du dialogue, et du dialogue en permanence. Comment ça marche? Comment vous vous y preniez? Alors, en général, on était sollicité par un élu, où qu'il soit en Bretagne. Et puis là aussi, il faut un élu qui ait une volonté politique, un élu... Voilà, il venait nous voir, et puis on venait le voir, et il nous disait bon, j'ai 5 hectares de terre agricole en 2 AU dans mon PLU, et je voudrais l'acheter pour faire un lotissement, pour faire tourner mon école. Et puis on se rendait sur place, et puis on lui disait ben oui, mais monsieur le maire, nous on est qu'en renouvellement urbain, on ne peut pas venir en extension sur les terres agricoles, comprenez. Voilà, c'est vraiment pas notre cœur de cible. Il disait, ben ouais, mais moi je peux pas faire autrement, j'ai rien d'autre. Et puis avec lui, on se promenait dans le cœur du bourg, et puis on lui disait, mais regardez, là, l'ancien garage, il est abandonné, là, les maisons, elles sont vacantes, etc., etc. Ah ben oui, mais ça appartient à la belle-mère de ma secrétaire de mairie. Oh là là, je peux pas y toucher. Ah ben ça, c'est la friche, elle est à l'abandon depuis des années, on a perdu les propriétaires, etc. Et du coup, l'idée, ça a été de dépasser ces freins-là qui forcément sont insurmontables pour un élu, parce qu'il n'a pas l'ingénierie pour. On est sur des leviers juridiques qui sont compliqués. Et du coup, ça a été de recentrer le regard sur des choses qu'ils ne voyaient plus ou sur lesquelles on s'auto-censurait. Donc il y a eu toute une Ouvrir le regard sur le paysage, par exemple, sur le faire la paysage relation aussi, entre foncier et paysage.
Foncier, paysage, et puis identité. Tout à l'heure, quand on parlait d'identité de ces territoires par rapport à la banalisation des paysages, la construction de lotissements en extension participe beaucoup plus à cette banalisation que de revenir sur ce qui fait un petit peu la vie, une ancienne friche industrielle ou des choses comme ça qui sont dans le bourg. Et c'est ce qu'on est en train de... Aujourd'hui, on assiste vraiment à ce basculement justement de retrouver ses racines dans ce qui fait le bourg. Alors pas dans une vision passéiste, hein, parce que voilà, il faut pas rêver, on n'arrivera pas à remettre les commerces du début du XXe siècle dans un bourg, mais justement, c'est trouver des nouvelles fonctionnalités qui vont répondre à ces nouveaux usages auxquels aspirent les habitants potentiels. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une notion d'appropriation ou de réappropriation de son territoire, son paysage, son espace, cette manière-là sur laquelle on travaille d'habiter son territoire? Est-ce qu'il y a une appropriation? Complètement, et puis c'est un petit peu ce qu'on disait aussi, une capacité à changer le regard, à ressortir des outils un petit peu tout faits ou des solutions qui ont pu préexister et qui ont fonctionné quelque part, hein, qui ont pu répondre à des attentes et se réancrer localement. Ce qui ne veut pas dire que le maire va faire tout seul dans son village, hein. Reste quand même une dimension extraterritoriale. Et puis peut-être 2 mots pour conclure là-dessus. Un maire tout seul, il reste quand même fragile si le voisin d'à côté est un contre-exemple et va à l'encontre de la politique qu'il mène. Donc c'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin de travailler cette question d'identité, de réaménagement, de revitalisation à une échelle beaucoup plus large que la seule échelle d'une commune. En un mot, vous, en tant que directrice d'école d'architecture, grande responsabilité, vous formez vos étudiants à ces pratiques qui ne sont pas en marge, mais celles du dialogue, celles d'aller vraiment au contact pour développer cette conviction. Alors il y a 2 choses dans la formation des professionnels demain. Il y a d'une part comprendre que construire un bâtiment, c'est pas un bâtiment tout seul au milieu de nulle part, mais ça s'inscrit dans un contexte. Dans un contexte urbain, mais aussi dans une chaîne d'acteurs. Et l'architecte, il n'est pas tout seul. L'architecte, il est à une certaine étape du projet et que derrière, qu'avant, il y a un aménageur, il y a des questions foncières qui vont se poser, il y a un promoteur. Et que tout ça, c'est un ensemble. Quand on parle de coûts, hein, au final, le coût d'un logement, c'est toute une série de coûts qui vont se rajouter. Et l'architecte, il doit avoir cette vision un petit peu ensemblière. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu à former encore davantage nos archis de demain par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est la capacité à intervenir dans l'ancien. Malheureusement, aujourd'hui, quand on fait... alors les choses évoluent, hein, mais quand on fait intervenir des archis en réhabilitation, on reste quand même sur des coûts de réhabilitation qui sont assez élevés. Et il y a vraiment un enjeu à former nos archis pour essayer de proposer des solutions innovantes, alors avec toutes les questions aussi de performance environnementale, etc. à développer. Mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué que de monter un mur en béton, de s'attaquer à un mur en pierre avec toutes les questions qui peuvent se poser. On verra pour monter les murs en pierre sèche cet après-midi avec Cathy Honnel, plus de béton. Jean-Louis Coutarel, merci Marie-Christine. Jean-Louis Coutarel, je le disais, co-organisateur de cette journée via ses différentes fonctions. Vous êtes très, très attaché vous-même à la dimension patrimoniale et à faire ce sur lequel on est en train de réfléchir, faire que des gens aient envie d'habiter leur territoire et de l'habiter au sens le plus large. J'avais amené 3 diapos. Eh bien, on va les... Absolument. Absolument. Je sais pas comment... On appuie sur l'appareil, ça marche. Je ne sais pas si c'est activé. Julien, c'est activé? J'en ai pas besoin pour rebondir. Comment Julien va venir l'activer? Non, simplement, effectivement, on vient d'évoquer un certain nombre de choses pour se replacer dans cet ensemble de contextes qui ont été évoqués. J'appartiens essentiellement au commissariat Massif Central, donc effectivement un rayon d'action un peu grand, mais sur des territoires ruraux de différentes échelles, même si nos villes...
De la montagne de Mazamet au Morvan, pour faire simple. Oui, d'Avalon à Carcassonne, oui. Pour faire simple. Mais c'est surtout que ça permet d'avoir une visibilité assez précise des questions qui se posent dans ce panel de territoires extrêmement diversifiés, que ce soit des petites villes métropolisées comme Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne, et des villages. Et donc les questions, effectivement, je peux témoigner que les échelles de dévitalisation ne sont pas uniquement concentrées sur les villages, même si c'est un peu plus flagrant quand un village n'a quasiment plus d'habitants. Mais j'ai pu voir à travers les différentes politiques de l'État mises en place ces dernières années, le travail qui évolue beaucoup chez les élus, c'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à être morose sur la ruralité et sur l'urbanité. La question du contrat de ruralité certains contrats avec toutes les difficultés que ça peut présenter, mais c'est surtout que ce contrat de ruralité s'appuie potentiellement et de plus en plus sur un projet de territoire. Et c'est à partir de ce projet de territoire que l'on peut imaginer avoir une conduite, même à travers les difficultés des interventions sectorielles de l'État, des départements et des régions, même à travers ces interventions sectorielles, quand il y a un projet, quand cette expression est là, eh bien, petit à petit, on va pouvoir rebondir et être relativement cohérent sur la période, en particulier du contrat de ruralité. Et donc, c'est cette idée de projet politique qui est important et je trouve beaucoup d'élus maintenant qui rentrent dans cette logique-là de façon assez naturelle et qui construisent, quand la question est assez bien posée, finalement, tout un chacun peut commencer à préparer sa réponse et sa façon d'intervenir. Je vais prendre aussi la question d'une façon plutôt je vais arriver à la question patrimoniale, mais par la question démographique, même si je vais parler sous la surveillance d'un géographe. On a quand même dans cet ensemble un peu cosmopolite là, de myriades de collectivités, une inversion de la démographie, c'est-à-dire que nous n'avons plus une chute effrénée de perte d'habitants, on est dans une stabilisation globale, un peu positive, surtout bien sûr sur les mouvements de population. Notre balance naturelle n'est pas favorable, bien sûr. Mais par contre, on voit une sorte d'attractivité se concrétiser. On a une étude, pour être un peu plus précis, nous avons une petite étude sur le parc des Grands Causses, qui avait été assistée au niveau méthodologique par Laurence Barthes, qui est le géographe sur Toulouse, pour observer cette attractivité nouvelle de ces territoires ruraux, donc Grand Causses, la densité est assez faible. Hein. Et là, des surprises, c'est-à-dire qu'effectivement, des surprises, des jeunes générations qui ont un projet de vie, qui s'intéressent à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire être capable de venir quelque part parce qu'il est singulier, parce qu'il est peut-être moins stressant, parce que la vie a l'air d'être vivable, parce que les réseaux sont finalement présents un peu partout. Faut citer le maire de Saint-Flour qui s'amuse à dire « mais moi, le Zénith, il a 1 heure, donc en région parisienne, 1 heure, c'est pas un problème. Donc le long d'une autoroute, c'est pareil, c'est pas plus... Donc, l'équipement culturel de Saint-Flour, à 1 heure, c'est un zénith. Bon, pour une ville de 6-7 000 habitants, c'est bien. Donc ces notions de proximité et d'équipement sont beaucoup plus larges que ça. Et surtout, ce qui fait, je reprends l'expression de Patrice Joly, la question de la singularité des territoires et bien sûr par rapport à des éléments patrimoniaux, c'est être capable de l'adapter pour se l'approprier. C'est pour ça que j'ai amené trois diapositives. C'est pas celle-ci.
Bon, ben, je vais vous le faire avec les mains. Bon, je vais m'appuyer sur 3 architectes pour placer un peu le contexte, cette fois-ci, du paysage, mais dans l'urbain et de la relation au patrimoine. Je prends l'exemple de Georges-Henri Pingusson, qui, la diapositive qui n'apparaît pas, c'était simplement sur une muraille médiévale, cette muraille percée d'année en année, de siècle en siècle. Au XVe siècle, on perce une grande baie à Croisé et à Meneaux, et cette grande baie, elle n'est là que pour faire entrer la lumière. Donc cette question d'adapter le patrimoine à l'habitabilité, elle ne date pas d'hier. Si vous regardez un mur, et c'était ma deuxième diapositive, de Figeac, de l'opération de Philippe Bergès, il a laissé la totalité de l'enchevêtrement des époques avec les percements divers et variés de sa façade initiale. Et dans ces percements complexes, il a simplement construit en retrait pour libérer l'espace pour ce que tout habitant du XXIe siècle souhaite avoir, c'est-à-dire l'espace privatif extérieur. Là, en l'occurrence, ça devient des loggias. Et c'est les baies du XVe siècle qui sont les baies de la loggia. Et lui, il a construit entièrement en bois dans le bâtiment qui a simplement été vidé. Et je dirais presque l'énigme à destination de mes confrères du patrimoine, elle reste entièrement présente dans la façade. Et la vie du XXIe siècle trouve assez naturellement sa place. Et sur cet ensemble que je trouve assez remarquable, sinon je ne le citerai pas, une partie des bâtiments qui étaient là présents et qui faisaient cet ensemble patrimonial a été simplement démolie pour faire la place à des jardins en terrasse qui font intégralement partie de cette organisation autour de la place des Écritures, vous savez, la pierre de Champollion restituée par un artiste dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais qui est placé au sol et qui est un moment de visite de cette ville assez remarquable. Je citais aussi Philippe Madec, qui est breton et qui a introduit, je dirais, dans la réflexion des architectes en France, la notion de régionalisme critique qui a été élaborée avec Kenneth Frampton, mais de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les écoles, puisque Philippe Madec enseigne dans les écoles d'architecture, et nous avons eu le plaisir de l'accueillir en leçon inaugurale l'an dernier à l'école de Clermont-Ferrand. Donc, il y a une prise de conscience de nos jeunes architectes de l'importance de construire une façon de créer, de faire rentrer la vie contemporaine dans ces éléments patrimoniaux. Je vais simplement reciter au moins le concept. Quand André Malraux a présenté sa loi aux chambres, la notion d'adaptation forte, à l'époque c'était Avignon qu'il avait comme exemple, adapter fortement les éléments patrimoniaux d'Avignon pour qu'ils soient recevables, habitables, enviables à notre époque, puisque l'enjeu de ces territoires, si je redémonte mon propos, c'est effectivement ce caractère singulier qui peut-être est un élément d'attractivité pour les jeunes générations. Ce patrimoine, il faut aussi que nous soyons rigoureux dans les conditions d'habitabilité contemporaine. Donc, et ça, c'est un vrai enjeu pour nous à grande échelle. On ne pourra pas faire habiter à Cahors des personnes en vis-à-vis à 4 mètres les uns des autres avec 5 étages empilés, même magnifiques et médiévaux. Ça ne sera pas possible de faire habiter nos jeunes générations. Il va falloir penser à la question du déplacement. Il va falloir penser à la question du plaisir à habiter en ville, d'avoir des enfants qui courent quelque part, qui ne sont pas dans le danger de l'encombrement des voitures, et ainsi de suite. Donc je pense que les écoles prennent bien conscience de ça, y compris l'école de Chaillot qui forme les architectes, les futurs architectes du patrimoine. On a bien compris
ces questions-là. Maintenant, il n'est pas très simple, effectivement, d'un point de vue économique, d'aller au bout de cette réflexion, mais il y a quand même, quand on prend le coût global d'une opération d'habitat, quand on arrive à l'articuler avec l'ensemble du centre ancien, on est potentiellement aussi dans des coûts relativement maîtrisés. Merci Jean-Louis. Une réaction à ces Oui, deux parce propos, que Martin ce que je trouve très clair dans les deux propos qu'on vient d'entendre, autant celui de Marie-Christine que celui de Jean-Louis, c'est que, c'est pas étonnant de la part d'architecte, c'est que vous mettez au cœur de vos éclairages, y compris, et surtout quand ils deviennent très très concrets, comme vous l'avez fait tous les deux, vous mettez la question du lieu, la question du ou des lieux. Et finalement, je trouve que vous allez trouver que je suis un peu obsessionnel, hein, mais que c'est beaucoup plus clair quand nos échanges en viennent à dire qu'on a un problème avec nos lieux, avec notre culture des lieux, avec notre capacité à dégager les lieux, comme a dit Marie-Christine, des approches sectorielles qui fragmentent l'espace. Et quand on découpe un lieu en fragments, il reste plus grand-chose, quoi. Il reste des bouts de situations techniques qui font pas lieu. On a un problème avec les normes techniques qui viennent envahir ces lieux à coup d'obligations, de sécurité, de ci, de ça. On a un problème avec l'ingénierie pour ouvrir à nouveau des possibles sur des lieux qui ont été produits dans des contextes qui ne sont plus là et qui les rendent inhabitables, mais pas pour autant intransformables. Voilà. Ou alors on n'a qu'à transformer notre pays en vaste fouille archéologique. Mais donc je trouve que c'est la question des lieux qui est absolument centrale. Et ça me frappe beaucoup dans ces espaces périurbains que je fréquente comme tout un chacun, parce que moi aussi je vais en campagne, mais en fait la campagne aujourd'hui est très massivement périurbanisée. Et je me dis toujours que c'est pas tant le territoire qui semble partir en filoche, et même peut-être pas non plus le grand paysage qui est si défié que ça, quoique, mais il y a un vrai désespoir à regarder la qualité de nos lieux. Alors j'entends par lieu ce qui, à vue d'homme, à un moment donné, dans un rayon d'une vingtaine ou une quarantaine de mètres, permettent de saisir voilà, un endroit dans le bourg, ou en bord de route, ou en carrefour, etc., etc. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu viens de dire, Jean-Louis, c'est que qu'est-ce que ça veut dire alors, culture du lieu? On a toujours l'impression que ça renvoie à une espèce de capacité un peu savante, sensible, dont on ne serait pas tous dépositaires. Alors il y aurait ceux qui seraient donc imprégnés d'une culture du lieu, pour pas dire d'un esprit des lieux, et puis pas les autres. Donc le vulgus pecum, lui, il y aurait un peu les sachants et les autres. Ouais, c'est ça. Et puis on aurait un problème avec une société qui ne saurait pas habiter ces lieux, mais qui saurait que les pervertir en achetant des cairons et en plantant c'est même plus des tuyas, maintenant c'est des haies en plastique, enfin, etc., etc. Donc il y a quelque chose à la fois de juste et en même temps de terrible à avoir ce regard-là sur nos contemporains. Et je trouve intéressant que tu soulignes le fait qu'une culture du lieu, c'est une culture qui se construit parce que est pris en compte l'héritage. C'est une culture qui sait hériter, qui sait recevoir ce qui était déjà là dans le lieu quand j'y arrive ou quand j'y grandis, et reconnaître ce qui est déjà là, et qui sait transmettre. Et ce fait d'être tout un chacun vraiment du lieu, dans le lieu, et vivant et habitant le lieu, parce que conscient qu'il y a un héritage et il y aura une transmission, ça c'est à la portée de n'importe quelle personne, quelle que soit sa condition sociale et culturelle. Et c'est peut-être ça qui est à retravailler, parce qu'effectivement, on est dans une époque où on a beaucoup tendance à s'exonérer des héritages, disant bon, ça, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça me concerne pas, c'est pas mon histoire, c'est pas mon patrimoine, c'est pas mon modèle, c'est pas ça, et à s'exonérer de transmission aussi, sur le mode, moi je construis ça, qu'est-ce que ça viendra plus tard, peu importe, c'est mon usage présent, etc., etc. Et donc voilà, en réfléchissant par les lieux, je trouve qu'on attrape bien le sujet. Personnellement, ça me le rend plus concret. Merci Martin. Pas si loin de cette théorie du lieu, Jean-Louis Coutarel vous recommande le dernier documentaire de Dominique Marché, avec un titre un peu long, « Nul homme n'est une île au pays des poules heureuses », mais qu'on pourrait résumer sur la beauté du monde. Et qui, c'est un voyage au travers de l'Autriche, de la Suisse et de l'Italie, sur des lieux où on réinvente des modes de vie hors du libéralisme et de l'économie du moment, mais où on tisse
clarté, une continuité de pensée. On va peut-être avancer, on pourra éventuellement en dire un mot. Bernard Farinelli, le paysage, vous en parlez en homme de pensée, mais vous le vivez en homme d'action, notamment au travers du bocage. Il y a des actions, des choses à faire, et vous avez quelques coups de gueule à nous donner là-dessus. Bon, je ne sais pas si c'est des coups de gueule. Souvent, c'est quand même une tristesse de voir que on ne met pas de profondeur derrière les mots. C'est-à-dire qu'on emploie des mots, puis ces mots, ils sont vides. Alors, je vais vous donner l'exemple du bocage bourbonnais. Alors, au début, le constat va être un peu négatif, même négatif. Dans la réalité, la conclusion, elle le sera beaucoup moins. Donc, alors, le bocage bourbonnais, c'est... comme son nom l'indique, c'est une région bocagère. En gros, au sud de la forêt de Troncé, entre Moulins et Montluçon. Autrefois, c'était une centaine de communes. Aujourd'hui, c'est plutôt 50. Pourquoi ? Parce que le bocage a disparu à peu près pour moitié et été remplacé par des... J'ose pas dire une plaine céréalière, mais enfin, parce que la plaine serait trop plate, mais des collines céréalières. Alors, il y a une dizaine d'années, un des anciens présidents du Conseil général de l'Allier, que j'avais interpellé sur la question du bocage, un homme très cultivé d'ailleurs, m'a répondu, mais enfin Bernard, le bocage, plus personne sait ce que c'est aujourd'hui. Regardez autour de vous. Ça, c'est quelque chose qui a été, pour moi, au départ, presque d'une vocation. Et dans la réalité, le mot bocage, en 10 ans, il est revenu. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, il est revenu, je vais vous donner des choses, elles ne sont pas par ordre d'importance. Il est revenu parce que des élus ont pris conscience que les haies, donc le bocage, d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental, c'était important. Donc, par exemple, il y a eu des conventions, donc une personne qui parlera tout à l'heure, sur la mission haie, qui a fait du gros travail là-bas. Bon, première chose. Deuxièmement, le regard médiatique a beaucoup changé. Aujourd'hui, les arbres, les bouquins sur les arbres, ça se vend à 1 million d'exemplaires sur la vie intime des arbres, l'arbre entre visible et invisible, et tout ce que vous imaginez. Bon, une association que j'ai participé à cofonder, a fait énormément de travail en essayant de changer le regard. Cette association, ça s'appelle Bouchure, bocage au pluriel, bourbonnais. La bouchure, le mot d'ancien français, ça sert à boucher. C'était les haies, tout simplement, pour 8 départements du centre de la France. Et le gros problème, c'est que le bocage aujourd'hui est employé localement, est employé comme si c'était une marque. Et c'est là-dessus que je veux essayer de parler. Comme si c'était une marque revendiquée, enfin labellisée, structurée. Alors c'est pour ça que mon constat va être un tout petit peu négatif au début, et je vous demande de me pardonner. Si moi je regarde officiellement autour de ce bocage bourbonnais, en ce moment il y a 2 schémas touristiques qui sont en train d'être élaborés. Un de la ville de Moulins et de son agglomération, et un autre de la petite ville de Bourbon, qui est la ville-centre. Donc ce cabinet qui fait ce schéma a retenu pour le mot Bourbon 3 occurrences, les rois de France, bon ça on y avait pensé, la vanille et le whisky. C'est-à-dire, voilà le regard porté aujourd'hui par un cabinet important d'ailleurs, je ne citerai pas le nom, sauf peut-être à midi, enfin on verra. Voilà, bon, voilà où on est. Donc ça c'est le premier point, donc une marque vide, parce que la vanille, le Bourbon, moi je veux bien. Bon, très bien. Le second point, c'est qu'une petite ville comme Bourbon-l'Archambault, qui fait un peu plus de 2000 habitants, alors il y a tout, hein, il y a un casino, il y a des thermes, ça marche pas si mal que ça. C'est une ville un petit peu passéiste qui tombe dans un oubli, alors que, j'en reviens au thème, identité, ressources, paysage, il y a absolument tout qui est réuni à cet endroit-là. Et on est vraiment sur ça, de l'identité à la ressource. C'est que ça. Moi, je vais essayer de parler que de cet aspect d'un point de vue pratique. Et là, dans ces diagnostics, moi, ce qui m'épuise, c'est qu'on ne parle ni du paysage, ni des gens, ni des paysages, ni des gens. Il n'y a pas un mot, par exemple, sur le paysage. Mais si je vais plus loin que ça, les communautés de communes locales se battent pour s'appeler communauté du bocage. Alors, bocage en Bourbonnais Nord, bocage en Bourbonnais Sud. Évidemment, ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord entre eux, puisque ce sont des guerres picrocolines qui durent depuis très très longtemps.
Bon, il n'y a pas de réglementation sur les arbres aujourd'hui. Il n'y a pas de réglementation sur les arbres. Ça n'existe pas en France, les réglementations vraiment à la fois compréhensives et coercitives, si ce n'est à travers des applications de droit européen dont on vous parlera un petit peu. Mais en gros, aujourd'hui, ni les collectivités, rôle très important, ni les collectivités, ni de très nombreux agriculteurs n'accordent d'importance à l'arbre. C'est une vision un tout petit peu négative, je vous l'ai dit, mais des fois ça m'empêchait un petit peu de dormir, c'est pour ça qu'on a agi. Pas d'action non plus autour il y a une agriculture, c'est l'agriculture d'élevage, il n'y a pas d'action qui soit organisée autour du label rouge charolais. Or, le label rouge charolais, dans sa charte même, appelle au bien-être animal, appelle à toute la relation à l'environnement. Et puis, comme depuis quelques années, il fait 40 degrés l'été et qu'il n'y a pas d'arbres là, je vous laisse à imaginer la tension sur les animaux. Pas de structure réellement opérationnelle, touristique ou territoriale. C'est-à-dire qu'on a, malheureusement, pas, parce que j'aurais bien aimé qu'il y en ait un pour d'autres raisons, on n'a pas de structure style parc naturel régional. On n'a pas de choses qui nous auraient permis derrière de mettre ensemble, de faire travailler ensemble, tout à la fois de l'ingénierie, tout à la fois des citoyens, tout à la fois des élus, tout à la fois... On n'a pas cette structure. Bon, alors une fois que j'ai été aussi négatif, je vais souligner la première contradiction. C'est que dans la réalité, la population qui habite sur place, par commodité, je vais vous dire à peu près 20 000 habitants, hein, quelque chose près, je n'ai pas fait l'addition exacte des communes, mais à peu près 20 000 habitants. Dessus, aujourd'hui, on est, et ça, alors là j'ai un appel aux géographes, parce que depuis des années, je rêve que des géographes viennent me faire une étude là-bas, on doit être à plus de la moitié des gens qui ne sont pas natifs du lieu. Et non seulement ils ne sont pas natifs du lieu, mon propos va être en deux temps, alors n'allez pas chercher chez moi de la xénophobie ou je ne sais pas quoi, mais ceux qui sont venus, il y a à la fois il y a trois types de populations. Il y a ceux qui sont totalement restés là, avec des gens qui peuvent être remarquables, mais qui ont pour moi quand même beaucoup d'endormissement, beaucoup qui ne croient pas en eux, qui ont une mentalité un petit peu fatiguée. Après, il y a les natifs qui sont partis et qui sont revenus, et qui, eux, amènent un autre regard. Et puis, vous avez ceux qui sont venus. Et parmi ceux qui sont venus, il y a un phénomène assez important, c'est que énormément d'Anglais, énormément de Hollandais, mais ils ne viennent pas uniquement pour le côté boboisant ou gentrification, on va y arriver, des choses. Ils arrivent en créant de l'emploi. Par exemple, juste à côté de chez moi, ils ont créé un camping nature qui est consacré par les Pays-Bas comme un des cinq campings les plus importants en France. Et il faut voir le nombre de personnes qui viennent là. Il y a des réseaux extraordinaires. Les Anglais, c'est pareil. On a des écoles de langue aujourd'hui avec des Anglais où on vient un petit peu de toute la France faire du théâtre Shakespeare en anglais en plein bocage. Bon, vous avez ça. À côté de ça, vous avez aussi toute l'école Steiner. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Steiner, c'est le mouvement en gros, en anthroposophie, mais surtout qui a débouché sur la biodynamie, sur les mouvements de biodynamie. Ce qui fait que ça a transformé cette région en une espèce de laboratoire sur la biodynamie. Alors, je ne vous dis pas que tout est parfait, mais il n'empêche que lorsque vous avez 5 à 600 personnes qui tournent autour de cette philosophie-là, on ne peut pas dire que ça ne soit pas important pour le lieu. Ça, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire que je ne vois pas ces artisans, je ne vois pas les Parisiens qui viennent en congé, je ne vois même pas des gens comme moi qui depuis 13 ans habitent là-bas. Voilà. Donc on crée, si vous voulez, on ne crée pas le ciment, on ne profite pas de cette richesse qui vient de l'extérieur. Alors, comment redonner du sens ? Si on regarde un tout petit peu en termes d'histoire et de géographie, d'abord, le bocage bourbonnais, c'est une des 5 petites régions agricoles. Alors, c'est le ministère de l'Agriculture avec ses fameuses PRA. Donc, et cette petite région agricole, c'était une région de polyculture et d'élevage, et non pas une région céréalière. Elle n'est pas là, la région céréalière, elle est plutôt en Sologne bourbonnaise. Le bocage bourbonnais a une identité paysanne absolument marquée, fondamentale. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le premier écrivain paysan français qui s'appelait Émile Guillaumin. Donc, quand je suis arrivé là-bas, moi, j'ai la rue Émile Guillaumin, la place Émile Guillaumin. J'ai dit, je vais lire Émile Guillaumin. Il n'y avait pas de bouquin d'Émile Guillaumin. Il n'y avait plus rien.
Par contre, quand j'ai eu la chance, avec un de ses héritiers, d'avoir les droits et de rééditer son œuvre, j'ai eu beaucoup de soucis parce qu'on me dit, mais c'est qui ce mec de l'extérieur qui vient nous rééditer Guillaumin? Simplement, Guillaumin, pourquoi je vous en parle? Parce que Guillaumin, c'est la naissance du syndicalisme paysan, donc du syndicalisme agricole. Le syndicalisme agricole est né là. Et en plus, c'est un syndicalisme intéressant, ce n'est pas le syndicalisme rouge-rouge, c'était un syndicalisme rose, c'est-à-dire c'était un syndicalisme très, très humaniste, qui ne faisait pas que s'opposer à un modèle, mais qui construisait un modèle et qui proposait un modèle humaniste derrière. Ce qui fait que quand on parle aujourd'hui d'agriculture et de paysans dans le bocage bourbonnais, nous sommes là dans un des lieux sources fondamentales de la paysannerie en France. Après, un autre point, c'est que le bocage bourbonnais n'est pas un bocage auvergnat. Là, tout à l'heure, quand on parlait justement de ces politiques comment dire, administratives, ben non, le Bourbonnais, ça a été, non pas une erreur, parce que ça a été fait volontairement, mais le Bourbonnais était rattaché au Berry, était rattaché au Nivernais, au centre de la France, ce qui fait qu'aujourd'hui, toute sa culture, elle est tournée là. Et elle n'est pas tournée vers l'Auvergne. Et ça c'est important, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme le bocage bourbonnais, si vous voulez, donc où j'habite, à la limite, nous, notre frontière est devenue la Suisse et est devenue l'Italie. C'est ça notre frontière dans notre région. Donc en clair, on nous a un petit peu perdus. Et juste un petit point, pour avancer encore un peu, le bocage a une définition agronomique. Le bocage a une définition agronomique. C'est un territoire de haies qui sont connectées. Et ce mot connecté est le plus important de tout. Ça ne veut pas dire que c'est un bout de Troène, un bout de je ne sais pas quoi qui est là. Ça veut dire qu'elles sont connectées, qu'il y a une vie, que cette vie, elle est certes biologique, écologique, mais qu'il y a des dynamiques, et y compris d'ailleurs des dynamiques sur les gens qui habitent, dans un habitat dispersé, mais qui étaient quand même tous connectés les uns aux autres. Donc si vous voulez, quand on me parle, moi, de marques comme ça, des mots vides, ça me rend un petit peu triste quand il y a autant de ressources, quand il y a autant d'identités. Alors, quelques conclusions pour avancer là-dessus. Quand vous avez vu ça, vous apercevez que l'agriculture, elle a tout son sens, mais que lorsque aujourd'hui des élus, des politiques, des citoyens revendiquent le beau bocage, faut réfléchir, quoi, faut creuser. Ils ne peuvent pas être pour une agriculture céréalière, archi-céréalière, et qui va tout détruire, ce qui se passe depuis des années. Il ne peut pas. C'est-à-dire que là, il faut un engagement pour un autre type d'agriculture. C'est une véritable interrogation, mais en tout état de cause, si ça continue comme ça, il n'y aura plus de bocage comme ça. Le mot serait devenu quelque chose de totalement vide. Après, le fait alors, on a des exemples. Hein. Juste au-dessus, c'est le bois chaud. Le bois chaud, c'était de l'autre côté de la forêt de Troncé. Il n'y en a plus, quoi, de bois chaud. Or, le bois chaud était un des bocages qui était tout à fait en continuité du bocage bourbonnais. Alors, aussi, la culture. Comment ne pas se servir du ciment aujourd'hui entre des populations tout à l'heure, on parlait du sentiment d'abandon, ou du sentiment de retrait sur soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas organiser politiquement, au sens plus noble du terme, toute cette concertation, tout ce lien, tout ce ciment entre les gens? Tout à l'heure, je parlais de connexion. La connexion entre les citoyens, là, elle est à rétablir. Le bocage bourbonnais, c'est un ensemble de petites villes les unes à côté des autres, de petits hameaux, qui ne connectent pas, qui ne se connectent pas. La nature. Un petit mot de nature, parce que souvent, mais pourquoi aujourd'hui, un tas de gens viennent s'installer dans des campagnes? Pourquoi ils font ce choix-là? Une des raisons, je n'ai pas dit la seule, mais une des raisons, c'est ce désir de campagne, ce désir de nature. Et lorsque vous interrogez les gens qui viennent s'installer, on a fait des enquêtes dans mon association, hein, sur plus de 600 personnes, on a des enquêtes là-dessus. Lorsque vous les interrogez, ils viennent pour voir autre chose. Ils viennent pour voir de la vie, pour voir du vivant, pour voir des animaux, pour voir des arbres. Ils viennent pour ça. On n'est pas la seule région de France, fort heureusement, mais les gens qui viennent pour ça. Supprimez-le, vous retirez une partie de l'attractivité. Et les gens ne sont pas que des bobos, je tiens à le dire, d'autant plus que l'économie, parce que c'est ce que j'entends la plupart du temps comme remarque, je tiens à dire que le bocage bourbonnais est comme sans doute ces petites centaines de lieux, ou peut-être milliers de lieux en France, où une économie nouvelle s'invente.
C'est l'économie avec énormément d'alternatives. C'est une économie où, par exemple, nous avons énormément de créateurs, de gens je veux dire, il y a des comédiens à Londres, il y a un tas de gens qui viennent là, mais qui vivent 6 mois là, qui repartent 6 mois, qui amènent énormément via le numérique, il faut voir le nombre de choses qui se créent. Voilà. Alors, juste quelques conclusions. Bon, j'ai été noir, mais derrière, c'est quoi les conclusions? C'est que lorsqu'on emploie le mot bocage, aujourd'hui, moi je souhaite que chez moi là-bas, on tienne compte de cette problématique de la gouvernance qui n'existe pas, de cette gouvernance citoyenne où il faut absolument qu'on travaille sous une forme plus de collectif plutôt que sous une forme de politique qui ont le pouvoir comme ça, mais ils n'ont le pouvoir que parce que les citoyens ont élu, il ne faut pas l'oublier. Ce qui ne va pas, c'est qu'on ne tient absolument pas compte de ce qui remonte comme idée. C'est-à-dire que lorsqu'ils organisent des réunions publiques, là, il y a une forme d'écoute, mais ce n'est pas une vraie écoute. Moi, pour avoir travaillé suffisamment longtemps dans ma vie dans ces milieux-là, je peux vous dire que quand j'accompagnais des élus dans ce genre de choses, mais ce n'était pas dans le même département, j'avais toutes les réponses en main et je donnais les réponses à mon président à côté. C'est-à-dire, oui, mais nous, on aimerait bien que... mais attendez, le département fait, la région fait. Non, c'est pas ça l'écoute. L'écoute, c'est essayer d'aider à construire ces projets qui montent de la base. Alors après, tout ça, ça passe par une question d'éducation aussi. Alors juste un mot, pardon s'il y a des gens du ministère de l'Agriculture, mais quel est le frein principal? Quel est le frein principal? Je parle du bocage bourbonnais, mais malheureusement, je crois qu'on peut élargir le terme. Le frein principal, c'est l'enseignement agricole. C'est-à-dire que nos lycées, pour beaucoup, j'ai dit pour beaucoup, pas tous, attention, mais sont... le relais de chambres d'agriculture un petit peu agressives, d'un modèle agricole dont on voit toutes les limites et dont les Bretons, qui l'ont pour les premiers mis en France, en voient toutes les limites, c'est cet enseignement-là. C'est-à-dire que, par exemple, l'enseignement au lycée agricole à côté de Moulins, rien sur l'arbre, rien sur la haie, rien sur l'agroforesterie, rien sur le bio. Enfin, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Alors même que tout le territoire bouge. Et le territoire demande autre chose. J'ai presque fini mes complaintes révolutionnaires. Alors la création du réseau, tout est là. Donc M. Vanier a insisté dessus, mais ouais, c'est ça, c'est ce réseau-là qui fait que ça peut bouger. Et puis bon, juste le dernier mot, c'est que tout à l'heure, M. Vanier a ouvert nos travaux en disant que la ruralité ou le monde rural resignifiait. Alors ça, je partage cette opinion. Et le bocage aujourd'hui, et je n'ai pris que cet exemple-là, il resignifie auprès des gens. Alors, vous m'excusez pour tous les raccourcis, mais si vous voulez qu'on en discute plus tard, je pourrais vous aller plus loin. Merci pour ce bel exemple, ce témoignage.